Bonsoir. Au lendemain du coup d'État au Gabon, le président Ali Bongo s'est exprimé dans une courte vidéo depuis sa résidence surveillée, appelant ses amis à faire du bruit. Qui sont les amis d'Ali Bongo? On va en parler dans le décryptage du jour. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. D'abord, je vous propose de suivre un extrait de la vidéo du président Ali Bongo depuis sa résidence surveillée et on va en parler juste après. Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to Je all suis the Ali friends Bongo Ondimba, that we président have du all Gabon, over the world. et j'envoie un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit. De faire du bruit parce que les gens d'ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs et je suis à la résidence. En ce moment, je suis en résidence surveillée et rien ne se passe, et rien ne se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vous appelle à faire du bruit, à faire du bruit, à vraiment faire du bruit. Je vous remercie. Merci, merci. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, to make noise, to make noise, really. I'm thanking you. A-t-on à nouveau eu des nouvelles du président et de sa famille? Directement de lui, non, mais de la part des militaires, oui, puisque après qu'il ait été considéré comme le président de la transition, il parle de quelqu'un qu'on a mis à la retraite. Donc c'est comme si par rapport au président de la République, puisque quand on citait les noms des gens qu'on veut poursuivre, on n'a pas cité son nom. C'est comme si on va le mettre de côté et certainement prendre soin de lui puisqu'il parlait dès le début qu'il est actuellement avec ses médecins. Donc on peut penser que sur ce côté-là, il n'y a pas une certaine agressivité par rapport à l'ancien président Ali Bongo. Dans cette vidéo, le président a lancé un appel à ses amis, leur demandant de faire du bruit. De qui parlait le président en tant qu'ami? Il va être difficile que je désigne les gens. En tout cas, on peut remarquer qu'il n'a pas parlé en français, il a parlé en anglais. Est-ce à dire que Ali Bongo considère que la France ne peut pas résoudre son problème et que ceux qui parlent français ne peuvent pas résoudre son problème? Il a préféré parler en anglais. En anglais, il s'adresse à qui? Comme tout le monde le sait, le Gabon a récemment adhéré au niveau du Commonwealth. Est-ce que c'est à cette organisation qu'il est en train de s'adresser, où le Gabon vient d'adhérer pour demander à cette organisation de venir à son secours? Parce que ce qu'il fait, il ne l'appelle pas comme tel, mais c'est carrément un appel au secours. Et c'est un peu difficile quand on regarde nos présidents qui ont l'habitude de nous montrer qu'ils sont des gens forts, puissants, Ouais. et qui du jour au lendemain sont là à tendre les mains pour dire venez nous aider. Il peut peut-être s'adresser aux Chinois parce que les gens oublient que ce n'est pas la France seulement qui a des intérêts au Gabon. La Chine également a d'énormes intérêts au niveau du Gabon actuellement. Et la Chine n'est pas loin de doubler la France au niveau de ce pays-là avec tout un ensemble de coopérations que les Chinois ont avec le Gabon. Est-ce que c'est aux Chinois qu'il a voulu s'adresser, raison pour laquelle il a trouvé que le français n'est pas la meilleure langue qu'il faut? Ou bien éventuellement c'est peut-être la Russie? On ne sait pas trop, puisqu'à chaque fois où on parle de France, il faut parler de Russie à côté. En tout cas, on ne parvient pas à dire il s'adresse à qui parce que lui-même, il ne l'a pas dit. Mais ça peut quand même être également à l'Afrique de façon générale, à l'Union africaine, à la CEMAC, qui est l'organisation la plus proche, pour que les gens se rappellent que, bon, ils ont un collègue président de la République qui est aujourd'hui, à la limite, empêché de faire ce qu'il veut. Mais c'est également une marque de ces nouveaux coups d'État. On a fait le coup d'État et on permet au président de faire un message pour s'adresser aux populations. On a vu comment le président Bazoum avait continué également à prendre contact avec des amis à travers le monde jusqu'à publier même un article allant un peu dans le sens de ce que le président gabonais a fait. La différence, c'est que lui, il avait fait en français. Et quelle tentative d'explication peut-on donner à l'expression faire du bruit? En fait, faire du bruit, c'est la pression. Il ne s'agit pas de prendre des tam-tams et puis de taper. Je ne vois pas en quoi ça va pouvoir régler le problème. Il a eu cette intelligence de ne pas dire aux gens faites la pression sur eux, mais en fait, le bruit, c'est en fait ça. Pour dénoncer son arrestation? Bien sûr, qu'on vous entende. Le bruit ici, c'est qu'on vous entende. Que les gens condamnent de façon très forte, que les gens réclament
sa libération, que les gens réclament la garantie de sa vie, la garantie de sa santé, etc. Mais éventuellement même, mais là ça va être compliqué, que les gens réclament le retour à la vie constitutionnelle. Mais puisqu'on vient d'organiser des élections, la vie constitutionnelle c'est quoi? C'est les résultats des élections qui ont été publiés. Et qui ont été annulés par les militaires. Oui, ou bien c'est les résultats qui n'ont pas encore été publiés, parce que les résultats qui ont été publiés, les militaires ont dit que ces résultats sont tronqués. Bon, quand on demande ici un retour à la vie constitutionnelle, c'est quoi la vie constitutionnelle à laquelle on va appeler les gens à retourner? C'est pourquoi le cas gabonais, comme je l'ai dit, est un cas vraiment particulier à cause du moment où le coup d'État est intervenu. D'une part, le président a lancé un appel et de l'autre, on voit une France dans une réaction, on peut dire, molle. Comment expliquer l'attitude de la France dans le cas gabonais? L'attitude peut s'expliquer par plusieurs choses. Son père était quand même très proche de la France, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir des coups de gueule contre la France. Pas seulement contre la France, y compris même contre les États-Unis. Je me rappelle quand il y avait la discussion sur les résultats des élections aux États-Unis, c'est lui qui avait demandé qu'on envoie là-bas des Africains pour faire de la médiation, pour régler le problème comme on le fait habituellement en Afrique. Donc, avec Ali Bongo, quand il est venu, il s'est mis dans ce qui est à l'heure du temps actuellement. Une diversification des relations entre le Gabon avec d'autres pays. Vous avez par exemple la Chine, mais qui a des intérêts intéressants actuellement au niveau du Gabon. De sorte que la France, qui est restée dans cet esprit qu'on pourrait appeler un esprit colonial, a toujours considéré que ces précarés, comme on les appelle, c'est eux qui décident, c'est eux qui profitent le plus, c'est eux qui sont au premier rang. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'être dépassés dans certains endroits par la Russie, dans d'autres endroits par la Chine, et la Chine le fait sans trop de bruit. Et le président Bongo, effectivement, avait des relations très intéressantes avec la Chine, ce qui, bien sûr, ne plaisait pas à la France. Il n'a pas continué également exactement dans la posture du père Bongo. Il est venu en essayant de faire en sorte que le Gabon soit un peu plus libre par rapport à la France, bien que le Gabon était encore entre les mains de groupes étrangers d'un point de vue économique particulièrement. Officiellement, 350 soldats français sont en exercice au Gabon aux côtés de l'armée nationale. Peut-on ici également évoquer une relation France-Afrique? La relation France-Afrique, comme dit quelqu'un, quand on en parle, on met quoi dedans? Il faut qu'on la définisse. Est-ce que c'est le volet économique? Est-ce que c'est le volet militaire? Est-ce que c'est le tout en même temps? Puisque ce qui est clair, c'est que ce qu'on appelait France-Afrique au lendemain des indépendances n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Les présences militaires, c'est plusieurs choses. Pendant un temps, nos pays avaient souhaité la présence militaire française parce qu'à l'époque, la France faisait partie des garanties pour qu'il n'y ait pas de coup d'État. D'ailleurs, même chacun se débrouillait pour que l'ambassade de France soit le plus proche possible du palais présidentiel. Il y avait tout un ensemble de jeux qui se faisaient où on comptait sur la France. Les gens ont signé également des accords secrets pour que, quand il y a des problèmes, que la France puisse intervenir. Rappelez-vous que l'ancien président tchadien, Idriss Déby, s'il est resté au pouvoir, il le doit à la France parce qu'à un certain moment, les rebelles ont défilé à partir du nord pour aller sur N'Djamena. La France a participé à arrêter cela. Et la France l'a fait sur la base d'accords avec ce pays. Qu'est-ce qu'il y avait comme accord entre la France et le Gabon? Je ne sais pas exactement pour pouvoir le dire. La présence militaire, c'est également autre chose. C'est la France qui protège ses intérêts. Parce que la France a des intérêts au Gabon, sur le pétrole, sur le bois. Tout le monde se rappelle depuis Elfa Aquitaine jusqu'à Total Énergie, puisque c'est la même continuité. C'est la protection des ressortissants français. C'est également ce qu'on appelle le prépositionnement, puisque ces puissances se veulent des puissances, entre guillemets, je mets ça bien entre guillemets, mondiales, donc qui veulent pouvoir intervenir un peu partout, pas nécessairement à partir de la France, qui peut être loin par rapport à un théâtre d'opération. Quand on met en place les bases, il y a également cet aspect qui est là, qu'il faut prendre en compte. C'était quoi exactement le cas du Gabon? Attendons un peu, comme après les coups d'État militaires, on divulgue ce qui était caché par l'ancien pouvoir pour se légitimer davantage. Attendons de voir est-ce qu'ils vont nous dire il y avait quoi dans les accords entre le Gabon et la France. Bongo père et fils, une dynastie au pouvoir au Gabon depuis plus de 55 ans. Quel héritage politique leur reconnaît-on? Ça va être compliqué qu'on leur reconnaisse un héritage politique. Et ça va être extrêmement compliqué. Parce que quand on parle d'héritage politique, il va falloir savoir qu'est-ce que
Bongo père en particulier, parce que c'est lui qui a le plus duré au pouvoir, a laissé comme doctrine pour qu'on puisse dire voilà la ligne qu'il a laissée comme doctrine. Je ne la vois pas d'un point de vue politique. Si ce n'est pas cela, cela aurait été quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire pour le Gabon sur lequel on peut mettre le doigt. En termes d'infrastructure, c'est vrai qu'au départ, quand il est arrivé au pouvoir, il a travaillé sur la question quand même de la scolarisation, en faisant en sorte que le taux augmente, en donnant des bourses très intéressantes aux étudiants gabonais. J'ai étudié avec des étudiants gabonais, leurs bourses, c'était presque des salaires, etc. Mais par la suite, quand on regarde tout ce qui existe comme ressources naturelles, devant pouvoir permettre à un pays qui à l'époque même ne faisait pas 2 millions d'habitants comme aujourd'hui, de pouvoir faire en sorte que chaque population au niveau du Gabon puisse profiter de ce qu'on appelle cette redistribution des richesses nationales. Quand on regarde de ce côté-là, il faut dire qu'on est passé complètement à côté. Aussi bien du côté des individus que du côté infrastructure. Quand je dis infrastructure, pour moi, le Gabon, ce n'est pas Libreville. Cette mauvaise habitude des pays africains qui consiste à faire de la capitale le pays où on met tout et on reste complètement de côté de l'arrière-pays, ce n'est pas du développement. Quand on parle de développement, ça concerne tous les citoyens, pas seulement les citoyens qui sont au niveau de la capitale, alors que même dans la capitale, vous avez des bidonvilles, vous avez des espaces où, quand on vous le montre, vous ne pouvez pas croire que c'est le Gabon, parce que parfois les gens font du Gabon un Eldorado en pensant qu'on peut aller gagner. C'est vrai qu'on peut aller gagner, mais il y a également cette réalité que la question de la pauvreté, la question du chômage actuellement au niveau du pays sont là et on n'a pas besoin d'aller chercher pour le voir. Et suite à ce coup d'État, le pays connaît des sanctions d'organisations régionales et internationales. Oui, il y a d'abord la sanction de principe. La sanction de principe, que ce soit au niveau de la CEMAC, que ce soit comme au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, quand il y a coup d'État, la première sanction, c'est de ne pas reconnaître les autorités qui viennent d'arriver et souvent de les suspendre à cause de cela dans un certain nombre d'institutions. Mais on parle bien de suspension. Il ne s'agit pas de leur dire vous n'en faites plus partie. Maintenant, par la suite, chaque structure se réunit. L'Union africaine va se réunir, par exemple, et à l'issue de la réunion, on saura si la réunion permet de prendre une décision, quelle décision l'Union africaine va prendre. La suspension du Gabon est attendue parce que ça, c'est presque automatique. Ça n'a même pas besoin de faire l'objet d'une réunion. Est-ce qu'on va s'arrêter à la suspension? Est-ce qu'on va aller vers des sanctions? Est-ce qu'on va demander à rencontrer les nouveaux hommes forts du Gabon, leur poser des conditions, si les conditions ne sont pas respectées, les sanctionner, etc. Mais tout ça, chaque structure va faire son travail. Pour la CEMAC, bon, ça sera peut-être un peu plus difficile parce que c'est le Gabon qui était à la tête au moment où le coup d'État a eu lieu. Et en interne également, les militaires parlent de suspension des institutions et pas de dissolution. Oui, en fait, la dissolution, quand on le fait, quand on suspend avec un coup d'État, ça va poser problème. S'ils disent par exemple que la Constitution est définitivement dissoute, le monsieur doit prêter serment le lundi. Il va prêter serment sur quoi? Même sa suspension, il faut qu'il lève sa suspension. Parce qu'on ne peut pas prêter serment sur une constitution qui a été suspendue. Bon, ça fait partie du nouveau, de la nouvelle manière de faire des coups d'État. On fait le coup d'État, après on vient prêter serment, alors que la constitution dans nos pays dit que le coup d'État souvent est un crime. Tu viens sur ce qui dit le coup d'État est un crime et tu prêtes serment. Il y a de quoi s'interroger sur cette façon de légaliser une chose qui ne l'est pas du tout et qui ne peut pas être légalisée. Après Bamako, Ouagadougou, Conakry et Niamey, une nouvelle capitale africaine, donc Libreville, considérée par la France comme l'un de ses bastions sur le continent, vient donc de tomber. Mamadou Diouf, la question, comme au titre de l'émission, la France a-t-elle lâché Ali Bongo? Lâcher, ce serait trop dire. Dire que la France a lâché Ali Bongo serait trop dire, mais comme le dit De Gaulle, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Si la France vient et tu ne permets pas à la France de pouvoir préserver, de pouvoir multiplier ses intérêts, mais la France recule par rapport à toi pour aller voir ailleurs. Parce que les Français, ils sont sur ce plan-là, ils ne badinent pas. C'est nous qui faisons semblant, eux, ils ne font pas semblant. Et effectivement, à un certain moment, les intérêts français au Gabon étaient menacés par d'autres intérêts, d'autres puissances étrangères qui étaient
indirectement des puissances concurrentes par rapport à la France. Mais ce qui amène effectivement la France en ce moment à ne pas avoir avec M. Ali Bongo l'attitude que la France a avec M. Bazoum, par exemple. Tout le monde a vu Bazoum de façon, j'allais dire même spectaculaire, montrer son accord, son soutien avec la France, au point même qu'on le lui reproche d'un point de vue communication. Est-ce qu'on a vu Ali Bongo faire la même chose? On ne l'a pas vu faire la même chose. C'est pourquoi regardez la réaction de la France quand il y a eu le coup d'État au Niger. Regardez la réaction de la France quand il y a eu le coup d'État au niveau du Gabon. Ça représente clairement ce que De Gaulle a dit, ce que Macron a répété. La France n'est pas là pour faire le bien, la France est là pour ses intérêts. Ce coup d'État au Gabon marque le 8e en 3 ans dans les pays francophones d'Afrique. Y a-t-il un risque d'emballement? Ben, on ne sait pas pour le moment. Puisque le risque, pour moi, l'emballement est déjà là. Je me demande qu'est-ce qu'on va appeler emballement parce que... Il y a encore d'autres pays francophones sur le continent. 8, à mon avis, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et en fonction de la réaction des structures sous-régionales, CEDEAO, CEMAC, etc., oui, en fonction également de la réaction de l'Union africaine, c'est en ce moment qu'on verra s'il y aura emballement ou pas. Et très certainement, dans les débats, le débat sera là pour se poser la question, est-ce que c'est parce qu'on a laissé faire qu'il y a autant de coups d'État, ce qui veut dire qu'il ne faut plus laisser faire, ce qui était la posture de la CEDEAO par rapport au Niger. Il y aura très certainement une discussion, je l'espère, profonde pour qu'on ne se contente pas du coup d'État militaire, mais que dans la discussion, qu'on intègre également ce qui amène le coup d'État militaire, parce qu'on parle toujours de cette charte sur la démocratie, etc. La charte ne parle pas seulement du coup d'État, la charte parle de démocratie, la charte parle de bonne gouvernance, qu'on fasse en sorte que ces aspects de la charte également soient appliqués dans les pays avant de poser la question du coup d'État. Et l'autre posture qu'on questionne dans ces conditions, c'est celle de la France. On se demande est-ce que la France doit davantage clarifier son discours? Autrement dit, l'ancienne colonie est-elle exposée à d'autres oppositions sur le continent? La France ne va pas clarifier son discours parce que je ne vois pas la France nous dire quelle est la stratégie dans nos pays. Ils ont leur rencontre chez eux pour mettre en place leur stratégie, mais comme les Chinois, comme les Russes, ils ne viendront pas nous dire que notre stratégie c'est ceci ou bien c'est cela. Maintenant, la France a intérêt, si elle veut continuer à être un partenaire par rapport à ces pays, de se rendre compte que ces pays ont profondément changé. Il y a des choses qui étaient possibles avant qui ne le sont plus aujourd'hui. Si la France ne le comprend pas, même en voulant préserver ses intérêts, elle risque de tout perdre au lieu de pouvoir préserver ses intérêts. Pour rappel, pour le deuxième quinquennat du président français Emmanuel Macron porte cette volonté de redynamiser les relations avec les pays d'Afrique. Oui, mais il nous a dit à Ouagadougou, si vous vous rappelez, la France-Afrique, c'est terminé. Alors que tout le monde sait que la France-Afrique, ce n'est pas terminé. C'est pourquoi j'ai dit la stratégie, on ne va pas la dévoiler. Mais il y a un discours qu'on va tenir qui est le discours politique, mais il y a le travail qui se fait dans le fond pour pouvoir obtenir ce que l'on veut obtenir sans pour autant que les gens ne soient au courant. Mais avec l'éveil actuellement des jeunesses africaines en particulier, nos États eux-mêmes ont intérêt à aller vers une relation d'égal à égal qui est demandée depuis fort longtemps et qui est tout à fait normale parce que la France est un État, quel que soit l'État africain avec lequel la France doit pouvoir négocier, c'est un État avec un président de la République au même titre que le président de la République française. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.